Bon, alors je vais te présenter rapidement Yves Michelin, donc enseignant à l'école de Marmilla. Oui, à VétaGrosSup. La fusion de l'ENITA, l'école d'ingénieurs avec l'école vétérinaire de Lyon. Voilà. Et qui a travaillé pour sa thèse, c'est ça, C'est ça. Sur l'évolution du paysage de nos dômes. Et qui a fait partie du comité de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le comité de... Le comité qui a constitué le dossier de candidature de la chaîne des puits Failles de Limagne à l'UNESCO, donc voilà, sous l'égide du Conseil général. Donc je fais partie de l'équipe scientifique. Alors ça nous fait donc deux portes d'entrée sur le paysage, à la fois par la thèse et d'autre part par l'UNESCO. Alors... tu peux rentrer par l'une des deux portes comme tu veux, peut-être par l'UNESCO, ça nous permettra de revenir sur la thèse un peu plus tard. Oui, d'autant que c'est quand même très lié. En fait, le site est candidat pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sur deux critères, le critère géologique et le critère des paysages. Donc pour être inscrit au patrimoine mondial, il faut que le site soit exceptionnel, unique, mais qu'il ait une valeur universelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à la fois unique et universel, ce qui est un peu difficile à concilier. Donc en fait, la candidature est construite sur l'idée que c'est le seul endroit au monde où on peut comprendre ce que c'est qu'un relief de rift. Relief de rift qui, lui, se retrouve dans de nombreux lieux, puisque c'est ce qui préfigure l'émergence d'une montagne. Voilà. Alors ça, on l'avait un peu abordé déjà avec Boivin. En ce qui concerne le deuxième volet, c'est-à-dire le paysage, là, qui était ton affaire. Alors, pourquoi c'est lié, en fait? C'est parce que si on peut voir tous les éléments constitutifs du rift, c'est-à-dire la faille, le bassin d'effondrement, le plateau, les volcans anciens avec relief inversé comme la montagne de la Serre et les volcans récents de la chaîne des Puys, en fait, si on peut voir tout ça, c'est parce qu'il y a eu une activité humaine sur ce territoire depuis plusieurs milliers d'années et qui a contribué en fait à dessiner les formes du relief. Et donc c'est là tout le paradoxe et toute la force du dossier, c'est de dire le site a une valeur universelle pour son caractère géologique qui est naturel, mais si ce caractère naturel est perceptible par les gens, c'est parce qu'il y a eu une activité humaine qui n'était pas suffisamment puissante pour résister, qui n'était pas suffisamment puissante pour annuler les différences de relief, mais qu'au contraire, elle s'est adaptée au relief pour le dessiner. Alors là, est-ce que tu pourrais préciser un peu, parce que c'est tout le rôle de l'influence humaine sur un paysage par le biais des transformations que l'homme peut apporter. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques... En fait, il se trouve que ces volcans, la plupart des volcans de la chaîne des Puys sont récents, comme je le disais, et donc ils se sont installés alors que la végétation était en pleine évolution. Pourquoi? Parce que jusqu'il y a 25 000 ans à peu près, il faisait très froid dans la chaîne des Puys, pas au point d'avoir des glaciers. Les glaciers étaient très près, ils étaient Orcival, donc il n'y avait pas Orcival à l'époque, mais ils étaient au niveau d'Orcival. Ils descendaient du Sancy. Et donc toute la chaîne des Puys était en climat périglaciaire, on peut dire quelque chose comme le nord du cercle polaire aujourd'hui, avec une végétation de steppe, de toundra. Et durant toute cette période, il y a eu une phase éruptive très très importante qui a fabriqué les volcans. Et quand les volcans ont commencé à s'arrêter, c'est-à-dire il y a 8000 ans à peu près, le climat se réchauffait. Et donc on est passé progressivement d'un paysage ouvert avec une steppe, avec une toundra, à un paysage d'abord couvert de genévriers, de pins, et puis ensuite de noisetiers, pour arriver il y a 6000 ans à une forêt de chênes. Chênes, ormes, tilleuls, frênes. Et pas de hêtres, non. Et parce qu'il faisait plus chaud. Et entre 6000 et 5000 avant aujourd'hui, le climat se refroidit un peu et on commence à voir arriver les premiers agriculteurs qui vont défricher, qui vont faire des clairières. Et c'est à ce moment-là que le hêtre arrive. Et donc on ne peut pas dire si le hêtre est là parce que le climat s'est refroidi ou s'il est là aussi parce que les hommes ont privilégié le chêne, exploité le chêne pour la construction, pour le bois et laissé le hêtre et que du coup le hêtre a pris la place. Voilà, et donc depuis 6000 ans, on a une activité agricole pratiquement permanente dans ce territoire qui a conduit à une ouverture de la forêt puisque dès l'époque gauloise, avant l'arrivée des Romains, on avait déjà un paysage très ouvert avec à peine plus de la moitié de la surface boisée. Et il restait quand même la moitié de la surface en bois. Oui,
Et c'est les Romains qui ont contribué à faire le ménage, parce qu'ils étaient très consommateurs de bois pour le chauffage, pour la poterie et pour la construction aussi, mais surtout pour le chauffage et pour les mines. Et donc les mines d'argent de Pont-Gibaud étaient exploitées à cette époque-là. Il y avait des mines d'or. Et donc il fallait boiser, quoi. Eh bien, non, il fallait boiser et il fallait boiser les galeries et il fallait du charbon, du bois pour fondre le minerai. Bien sûr. Voilà, donc avec tout ça, on peut dire à la fin de l'Empire romain, le paysage est à peu près aussi ouvert qu'au début du 19e siècle. Il n'y avait pratiquement plus un arbre dans la chaîne des Puys. Complètement. Ah oui, complètement. Et c'est resté très ouvert jusque vers le Xe siècle, période un peu troublée. Et durant cette période un peu troublée, la mise en place de la féodalité, là on voit revenir un peu la forêt. L'habitat se regroupe autour des églises et des châteaux. L'habitat dispersé issu des villas gallo-romaines disparaît. Et en fait, on a une organisation cette fois-ci un peu circulaire de l'espace, avec autour des villages, c'est très cultivé. Ensuite, il y a les pâturages. Ensuite, il y a les parcours, et puis dans les confins, il y a les bois. D'accord. Et après, il y a une autre crise durant la guerre de 100 ans, parce que la guerre de 100 ans a été assez problématique là-haut. En fait, elle a duré que 50 ans, mais pendant 50 ans, il y a eu la combinaison de la peste et puis des soldats un peu, on appelait ça les Anglais, mais c'était en fait c'était des mercenaires, c'était des brigands. Et du coup, entre la peste, les maladies et les soldats, il y a 90% de la population qui a disparu à ce moment-là. Et donc, la population disparaissant, la forêt est revenue. Et il faut attendre le XVIe siècle pour que la population revienne. Et... Quand tu dis que la forêt est revenue, tu as inclus non seulement le plateau lui-même, mais aussi les volcans. Oui. Les puits aussi. Ils ont subi la même évolution. Oui, parce que ils étaient plus loin. Ouais. Donc, c'est eux qui sont reboisés les plus vite. D'accord. Et par contre, dès le XVIe siècle, à peu près, essentiellement XVIe, on voit des contrats de pâturage et des contrats d'exploitation des bois. Et donc on sait qu'il y avait des bois et on sait que les gens avaient le droit de couper les bois. C'est comme ça qu'on a pu reconstituer les paysages. D'accord.